Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et comme toujours, je suis accompagné de Guy Barrette à l'animation. Bonjour Guy. Hey, salut, ça va bien? Oui, très bien. Écoute, nos auditeurs, l'émission il va être publiée début juillet, mais nous on enregistre l'émission à la mi-juin 2020. Et le Québec se déconfine tranquillement, pas vite. On a que des bonnes nouvelles. Pas trop fort, parce que peut-être quand on va publier l'émission, ça va peut-être la deuxième vague qui va commencer. On va sûrement en avoir une deuxième vague. On va juste se souhaiter que... Moi, je suis loin d'être un scientifique qui est dans le domaine, mais ma compréhension, c'est que le virus, je pense que la chaleur fait qu'il est moins virulent. Puis c'est pour ça qu'on peut déconfiner et tout, mais j'ai vraiment peur à l'automne. Non. Puis si l'histoire se répète, écoute, tu sais, en 1919, la fameuse grippe espagnole, ça avait commencé au mois de mars, 1 million de morts au printemps, et à l'automne, 20 millions de morts. Donc, on se souhaitera pas la même chose, hein? Non. Je pense qu'on va être plus vigilant que ça. On va porter nos petits masques, là, puis même si ça nous tente Ce qui est bien, c'est que la science a évolué beaucoup en 100 ans, donc au niveau médical, on a plus de protection. Guy, oui. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet intéressant qui est, en anglais, on dit le Data Warehouse. Et que je suis content qu'on ait un invité qui va pouvoir nous parler de ça, parce que je dois t'avouer un petit peu avec la ribambelle de services là que dans Azure là qui parle de données, d'entrepôt de données puis tout ça, je dois te dire, c'est pas ma spécialité, mais je dois dire que je suis un petit peu mêlé. Je pense que c'est très facile de devenir mêlé parce que même Microsoft présente ça maintenant en disant c'est l'entrepôt de données moderne, justement pour le différencier de ce qu'on a connu par le passé. Notre invité, c'est Vincent-Philippe Lauzon. Bonjour Vincent. Bonjour Mario, bonjour Guy. Hey, salut, ça va bien? Ça va toi? Oui. Vincent, la formule d'émission, c'est toujours la même. Avant de parler justement de l'entrepôt de données moderne, on va quand même donner la chance à nos auditeurs de te connaître un peu mieux. Nous, on te connaît parce que tu vis dans la région montréalaise. Ça fait maintenant presque 5 ans que tu travailles chez Microsoft? Ouais, ça va faire 5 ans au mois d'octobre. Donc, puis t'es au bureau de Microsoft Montréal. Donc, on se cachera pas, c'est plus associé à un bureau des ventes quand on est à Montréal que quand on est localisé à Seattle, Redmond, où est-ce que là, on est plus dans, mettons, la conception des produits eux-mêmes. Mm-hmm. Mais ce qui veut pas dire qu'on fait pas de la techno quand même, parce que toi, ton parcours, t'as passé une quinzaine d'années à faire de la consultation avant de joindre Microsoft? Exact. Moi, j'ai fait 15 ans de consultation, puis j'ai joint Microsoft comme Cloud Solution Architect, rôle que j'occupe encore, malgré que j'ai changé de spécialité quelques fois. Quand j'ai commencé, il y avait juste Cloud Solution Architect, on n'avait pas de spécialité. Cloud Solution Architect, c'est quelqu'un qui accompagne des clients pour réaliser des projets. Puis après ça, j'ai passé à Cloud Solution Architect AppDev. Fait beaucoup de Kubernetes, entre autres, un sujet que je pense que Guy s'intéresse beaucoup à ça. Oui. Puis récemment, cette année, j'ai passé à Data and AI, en fait, l'autre côté de la maison. OK. Parce que c'est ça, les entrepôts de données, tout ce qui est donné, ça reste que c'est fondamental. C'est souvent la richesse sur laquelle les entreprises, qu'on dit les données qu'on a, c'est notre richesse. Souvent, les gens vont comparer ça avec la nouvelle or noir ou la nouvelle énergie des temps modernes, parce qu'on peut alimenter à ce moment-là des
des réseaux neuronaux pour être capable de mettre en place du machine learning. Là. C'est ce qui est. D'où pourquoi toi tu te retrouves dans ce double chapeau-là, données et AI. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, le modern data warehousing, souvent on voit ça comme comment agréger des données de plusieurs sources, souvent dans la même compagnie, parfois à l'extérieur aussi, aller chercher des données de marché ou d'autres types de données pour pouvoir les regarder. Fait qu'effectivement, ça a une valeur d'affaires plus grande que lorsque tu as une seule application qui, elle, va feeder ou va fournir justement des données à un entrepôt de données. Puis Microsoft présente ça comme étant moderne. Ouais. Est-ce que le mot moderne veut juste dire ça sera plus sur nos disques rigides, localement sur nos serveurs à la maison, ça va être tout sur le cloud ou c'est plus complexe que ça? Ouais, Modern Data Warehouse, j'ai pas fait la recherche sur l'étymologie du terme, mais je pense pas que c'est une terminologie que Microsoft a inventée, mais c'est beaucoup relié au cloud, c'est beaucoup relié à la façon qu'on traite des données. Fait qu'on essaie plus d'avoir un entrepôt de données central qui est un seul chemin à parcourir là, pour arriver à des données. Le data lake a une beaucoup plus grande présence. Souvent, on a beaucoup plus de données là, de ce qu'on appelle le big data, là, défini par Gartner, là, les 3 V là, du big data. Puis on va avoir, c'est ça, des engins de big compute autour pour traiter toutes ces choses. Donc là, donc beaucoup de choses qu'il faut qu'on va essayer juste de démêler pour nos auditeurs qui se disent de quoi il parle lui. Donc je t'entends dire le terme data lake. Donc grosso modo, ce que tu veux parler, c'est quoi? C'est comme un gros repository où se retrouvent toutes les données quand on en a pas juste des milliers, des millions, mais des centaines de millions de données. Exact. Je me rappelle plus, c'était je pense que c'était le CIO d'une compagnie aux États-Unis, que je me rappelle plus du nom, qui avait qui avait inventé le mot data lake. Puis il disait le data lake est au data warehouse, l'entrepôt de données, ce que le lac est à la bouteille d'eau finalement. C'est ça. Donc, c'est une belle image, c'est-à-dire que à l'époque, là, pour certains de nos auditeurs ont probablement connu qu'on avait des SQL serveurs en entreprise. On disait, hey, on va se faire un entrepôt de données ou en tout cas un portail. Un cube. Mais à l'époque, c'était un peu comme si on remplissait une bouteille d'eau, si on compare avec les quantités de données qu'on peut maintenant stocker sur le cloud, parce que là, on parle d'un lac, là, donc des ordres de magnitude plus grosses, là, le type de données qu'on va mettre là. Exact. Puis le concept du lac, c'est beaucoup de dire, c'est un peu de dire, je vais pas jeter des données parce que tu as mentionné, Mario, au début, un des buts dans tout ça, c'est de fournir des données pour éventuellement faire du machine learning. Il y a toujours un data scientist en même, parce que quand tu fais, traditionnellement, quand tu faisais des entrepôts de données, tu disais, je vais prendre mes données, je vais les cleaner, je vais les nettoyer, je vais les filtrer pour pouvoir fournir mon rapport. Si tu fais ça aujourd'hui, tu as toujours un scientifique de données qui 6 mois plus tard va lever la main et va dire j'aurais besoin de telles données que tu as éliminées dans ton processus de filtrage puis d'agrégation. Puis c'est pour ça que dans un Modern Data Warehouse, tu vas souvent garder tes données originales. Fait que la première zone, on subdivise souvent un data lake en 3 zones. Beaucoup de clients l'utilisent comme bronze, argent, or, là, comme les Olympiques. Moi, j'aime beaucoup, en anglais, on dit raw, cleans, trusted, là, ou raw, ça serait brut. Brut. Données brutes, données nettoyées, puis données prêtes à servir. Puis dans les données brutes, c'est ça, justement. La première chose qu'on va faire, c'est on va faire atterrir nos données des sources de données dans le lac de données sous forme brute. C'est pour ça que même si on fait des transformations après ça, si 6 mois, 12 mois, 18 mois plus tard, pour une raison X, on voudrait regarder un historique, on voudrait regarder des données qu'on a éliminées dans le processus de traitement, on peut toujours le faire. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que le data lake c'est basé sur une technologie de stockage qui est très bon marché aujourd'hui. Mais c'est un peu ça. On peut se permettre ça parce que stocker d'informations,
Un peu comme, tu sais, la loi de Moore dit qu'à tous les 2 ans, des processeurs doublent de performance. Mais on peut dire qu'il y a un peu d'équivalent aussi sur le coût de stockage. À tous les 2 ans ou à tous les 18 mois, le coût de stockage a été quasiment divisé par 2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, stocker de l'information, ça coûte vraiment pas cher. Si on compare à ce que ça peut coûter au début du siècle, en l'an 2000 ou même des années 90, où là, c'était astronomique, là, les coûts. Tout à fait. Puis une courbe entretient l'autre, là, c'est-à-dire que le prix de stockage diminue, puis en même temps, la capacité de générer des données des systèmes augmente. Puis le un entretient l'autre, là, la demande entretient l'offre, là, puis l'offre entretient la demande. Fait qu'on voit vraiment une explosion de données. Là, on voit souvent des statistiques, là, par exemple, que je me rappelle plus c'était quoi la statistique là, qui dit qu'on a créé plus de données dans les 18 derniers mois qu'auparavant dans l'humanité. Je sais pas si c'est encore vrai, je pense que c'était vrai il y a 3 ans. C'est quand même fou, là. Ces données-là sont pas toutes intéressantes, c'est pas toutes c'est pas toutes des Michel-Ange, là. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de télémétrie là-dedans, mais quand même, on construit beaucoup de données aujourd'hui. Ouais, puis tu as dit le terme télémétrie qui est intéressant, c'est-à-dire que, outre le fait qu'on veut collecter de l'information sur nos systèmes, les systèmes opérationnels de l'organisation, on va même ajouter de plus en plus juste de l'information sur la santé de nos équipements, de ce qu'on utilise pour livrer le service à nos clients, en se disant, ben, cette information-là elle pourra peut-être m'être utile un jour aussi. Exact. C'est souvent des choses qu'on va vouloir regarder, même parfois en temps réel. Quand on parle, tu sais, chez Microsoft, on aime bien. En passant, je travaille chez Microsoft, mais là, je parle en mon propre nom. Chez mes avocats m'ont dit de dire ça. Quand on regarde la boucle, ce qu'on appelle le feedback loop, la boucle de rétroaction. De rétroaction, merci Mario. D'une transformation digitale où souvent c'est une compagnie qui fait un produit, que ce soit une banque là, qui a un produit sur Internet ou un startup là, qui a un produit. Tu vas vouloir regarder la rétroaction. Comment est-ce que les usagers utilisent ton service ou ton produit? Comment tes employés interagissent avec le produit? Puis remettre ça à l'intérieur du produit. Donc, très rapidement, avoir une boucle de rétroaction qui est très rapide. Donc, il faut vouloir regarder de la télémétrie beaucoup plus que l'on faisait avant, ou ce qu'on attendait que le téléphone sonne, puis que quelqu'un se plaigne. Là, on va vouloir savoir, est-ce que l'usager débarque au stade 3 de mon pipeline de vente, ou je sais pas quoi, là, ou dans mon panier de vente sur mon site Internet, est-ce qu'il débarque à tel endroit? Si oui, pourquoi? Où est-ce que sa souris se trouvait sur l'écran, etc. Fait qu'on va vouloir corriger ça très rapidement. Aujourd'hui. Fait que oui, la télémétrie, c'est une grosse partie des données. Mm-hmm. Donc là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que maintenant, dans les entrepôts de données modernes, une première étape, c'est on collecte toute l'information qu'on peut et on la stocke dans un data lake, dans notre partie qu'on pourrait appeler la partie brute du data lake. Et donc là, après ça, on va pouvoir faire quelque chose d'intelligent avec ces données-là. Donc, c'est quoi les étapes subséquentes, un coup qu'on a de l'information brute dans nos data lakes? OK. Premièrement, juste rajouter aussi que les données, une des choses qui fait changement là, des données traditionnelles, des données modernes, là, si on veut, c'est le fait que c'est pas toutes des données structurées, c'est pas toutes des données qui sont en format tabulaire. Donc, on a beaucoup de données. J'ai parlé de télémétrie, on peut parler de clickstream, par exemple, on peut parler de tweets, de données sociales. C'est toutes des données qui sont soit du texte, on a beaucoup d'images, de vidéos. Fait que c'est plein de choses qui n'étaient pas traitées non plus avec les données, mais qui se prêtent bien à un data lake, parce que là, on fait juste stocker l'information à ce point-là. Ah, c'est intéressant ce que tu mentionnes là, c'est que là tu viens de parler d'images puis en fait de données sous format binaire, ce qui n'était pas possible auparavant. Fait que là on pourrait penser là dans notre data lake qu'on peut analyser récolter des je sais pas mais des captures vidéo puis ensuite analyser cette information là par la suite. Donc, on sort juste de la donnée tabulaire là, standard qu'on est habitué. Là. Exact. Là, c'est ça. Là, on va la traiter différemment. Si c'est de la donnée vidéo, on va peut-être devoir passer
des algorithmes, je parle de la paroisse Azure, là, ce serait des cognitive services sur lesquels on va faire de l'analyse de vidéos pour ensuite sortir d'autres, extraire l'information, extraire des métadonnées qu'on peut ensuite stocker peut-être dans un data warehouse, dans un entrepôt de données plus structuré, pour pouvoir faire de la recherche dessus. Mais c'est ça, c'est la première étape, c'est d'avoir ces données-là puis de faire quelque chose avec. Parce que, écoute, avec la prolifération des caméras qui sont vraiment peu dispendieuses, là, la vidéo, on en capte partout, là. De plus en plus, même, bon, c'est pour un autre but, là, mais on sait que de plus en plus, quand on va rentrer, mettons, dans un dépanneur ou dans n'importe quel des magasins, il y a des caméras qui sont en train de nous filmer, puis ils vont faire de la reconnaissance faciale pour dire, hey, est-ce que je connais ce client-là? Puis est-ce que puis si tu sais qu'est-ce qu'il a acheté, tu es capable peut-être même de chercher à comprendre plus son profil. Donc on s'en va vers un monde où est-ce que c'est plus juste l'information tabulaire, l'information saisie par des vrais utilisateurs, mais c'est vraiment de l'information saisie par des machines, donc des caméras, des senseurs qui vont de plus alimenter nos entrepôts de données, si je comprends bien. Exact. Puis, tu sais, avec ce qui s'est passé dans les derniers mois avec le COVID, on voit plein de scénarios qui sortent. Là où on veut analyser des mouvements de foule, par exemple, savoir si dans un lieu public, est-ce qu'il y a plus d'individus dans tel ou tel espace public. Ça peut être des trucs qui peuvent être faits par de l'analyse automatique. Plus récemment, là, d'autres événements moins glorieux, pas que le COVID était glorieux, là, mais les événements qu'on a vus aux États-Unis là, qui ont déclenché toute une révolte, là, je peux dire, en Occident. Ouais. On voit beaucoup qu'on rappelle ou qu'on accélère le mouvement du port de caméras des policiers. Ça va générer des milliers d'heures de vidéos par semaine là, qui vont devoir être analysées. C'est là que tu arrives à c'est sûr qu'on parle de big data, c'est que tu arrives à un point où ce que tu peux pas dire je vais mettre un fonctionnaire en arrière qui va regarder ces trucs-là puis qui vont les annoter là, parce que c'est impossible à traiter. Mm-hmm. Hey, une question un petit peu terre à terre, là. Comment on feed un data lake? Comment on envoie l'information là-dedans? Bonne question. Déjà, on parle de data lake. On parle surtout, depuis le début, on parle surtout du concept de data lake. Il y a une technologie qui s'appelle Azure Data Lake, qui est vraiment en fait, qui est le blob storage on steroids là, dans Azure. Puis lui, on peut le feeder par un REST API. Mais le pattern du lac de données, souvent, va aller plus large. Souvent, les clients appellent d'ailleurs leur projet, appellent ça le projet Data Lake, alors qu'il n'y a pas juste un Data Lake dedans. Là. Il y a du Spark autour, il y a des entrepôts de données. Mais ils vont appeler ça le projet Data Lake parce que pour eux autres, c'est leur nouvelle plateforme de données. J'aime bien l'expression Gartner, parce qu'on peut toujours se fier sur Gartner pour nous inventer des nouvelles expressions. Ouais. Ils ont sorti l'expression Data Fabric, ce que je trouve intéressant. Fabric, c'est toujours le mot que tu rajoutes à un autre mot quand tu veux dire que c'est important. Puis que je trouve ça intéressant parce que quand on parle de Data Lake, là, on confond souvent si tu le produit, si tu le pattern ou si le pattern plus large. Fait que là, tu dis Data Fabric, ok, c'est bon, c'est le pattern beaucoup plus large qui dit que je vais avoir toutes les données de mon entreprise, en fait, vont être analysées à l'intérieur d'une même plateforme. Mais pour revenir à ta question, Guy, c'est souvent fait par, c'est ça, donc soit un REST API, puis pour revenir à la question de Mario, quand je vais vouloir faire atterrir ces données-là, je vais utiliser des outils comme je parle toujours d'Azure parce que c'est ma spécialité, le Azure Data Factory que le monde connaisse probablement, qui est maintenant intégré à l'intérieur de Azure Synapse, qui donc, lui est un orchestrateur de mouvements de données. OK, donc là, on va expliquer un peu mieux. Donc, Azure Data Factory, sa mission à lui, c'est de transformer les données ou juste de les prendre, mais les mettre brutes dans le data lake? Traditionnellement, c'est-à-dire avant l'automne dernier, sa mission était un orchestrateur de mouvements de données. Maintenant, avec la technologie de Dataflow, il fait aussi de la transformation de données. Avant, il aurait orchestré cette transformation-là, il aurait appelé un Databricks, un HD Insight, même une base de données, il aurait pu appeler une store procedure et dire faites la transformation, mais c'est pas moi qui a fait en tant que tel, je fais juste te commander de la faire. Maintenant, avec Dataflow, il est capable de la faire lui-même en tant que tel. Fait qu'il peut soit bouger des données, fait que souvent on va avoir des clients qui ont des données on-premise, par exemple. Donc, ils peuvent installer un agent, c'est des questions de réseautique, il y a différentes façons de le faire, mais ils vont prendre les données on-prem puis les pousser justement dans le lac de données. Après ça, déclencher un autre pipeline qui va prendre ces données-là et activer des transformations dessus pour passer au second stade là, des données transformées. Puis ces pipelines-là, est-ce que c'est le produit Azure Data Factory
ou Azure Synapse, ou c'est juste que Azure Synapse et Azure Data Factory c'est fusionné maintenant, juste pour démêler Ouais, le là. je vais expliquer Azure Synapse parce que ça a créé un gros boom sur le marché quand on a sorti ça, puis ça a créé bien de la confusion en même temps. Comme vous allez voir au cours de la conversation, il y a beaucoup de produits de data là, dans Azure. Tu sais, on a parlé déjà de Data Warehouse, de Data Lake, Data Factory, Machine Learning. Il y a un produit qui s'appelle Azure Machine Learning. Tout le monde connaît Azure SQL, Cosmos DB, etc. Il y a plein de data services. Ce qu'on essaie de faire avec Azure Synapse, c'est d'avoir une histoire cohérente. Je le décrirais comme un méta-service qui sert à orchestrer plusieurs services, en fait. Donc, c'est un orchestrateur. Ouais, fait que dans Azure Synapse, t'as l'ancien qui est encore existant, le Data Factory, t'as l'ancien Azure SQL Data Warehouse. Présentement, tu as un Spark Pool. En fait, le nouveau Data Warehouse s'appelle SQL Pool. T'as les Spark Pool qui sont pas du Databricks, mais qui sont du Spark, là, qui existent dans Synapse. Dans le futur, il va y avoir d'autres types de pools que je n'ai pas le droit de parler. Puis toute l'intégration de données, parce qu'aujourd'hui, faire un data fabric, c'est relativement facile. C'est facile par rapport à ce qu'on faisait on-premise, mais par rapport à gérer un seul service, ça peut être relativement compliqué quand on commence à parler de données d'entreprise, puis qu'on va avoir de la sécurité réseautique, de la sécurité du single sign-on, comment est-ce que je vais gérer les secrets de mes connexions, quelque chose aussi banal de dire mon orchestrateur de données va prendre des données on-premise, fait qu'il va probablement se connecter sur un système on-premise, fait qu'il y a des credentials quelque part là-dedans, il va les mettre dans un data lake, lui aussi a des credentials, après ça il va activer un pipeline qui va transformer ça peut-être avec un Databricks, qui lui après ça va les repousser peut-être dans un data warehouse. Tout ça, ça a toutes des credentials. Maintenant, tout ça est géré à l'intérieur de Azure Synapse dans ce qu'on appelle les link services qui existaient déjà dans Data Factory, mais sont partagés partout. Ce qui fait que maintenant, tu peux dans un Spark Pool appeler un Data Warehouse ou appeler quelque chose d'autre en utilisant les mêmes link services partout, plutôt qu'avoir une duplication de toute cette architecture-là partout dans ton Data Fabric. Puis là, ça me permet un peu mieux de comprendre pourquoi Microsoft a appelé ça Synapse. On sait que le Synapse, c'est ce qui est au cœur de notre cerveau, physiquement, dans le monde physique. Donc là, ici, on parle que c'est un peu comme c'est là que le cerveau de toute ta fabrication de tes données. Donc si tu as justement un projet de fabriquer des données, un Azure Fabric, je sais pas si c'est une bonne façon de dire ça en français, là, mais grosso modo, le cœur du produit ou le produit au cœur de ce que tu devrais utiliser pour ça, ça va être un Azure Synapse. Exact. Maintenant, Azure Synapse est en public preview, fait que c'est un service qui est encore jeune, mais la vision à terme, c'est exactement ça, c'est que ça soit le service, le parapluie là, qui permet de gérer plusieurs workloads différents et que ça soit sans friction. Il y a même un environnement, il y a un Synapse Studio qui est un environnement intégré. Fait que là, il n'y a plus à sauter d'un environnement à l'autre, de sauter de Data Factory à faire quelque chose d'autre. C'est plutôt orienté tâche. Fait que c'est de dire, je vais faire du développement, je vais faire du développement dans un notebook ou je vais faire du développement pour une orchestration. C'est beaucoup plus fluide comme environnement que de se promener d'un service à l'autre. Puis, juste pour que je maîtrise bien, est-ce qu'Azure Synapse, est-ce qu'il va son intelligence, est-ce qu'elle va se concentrer juste sur le chargement des données vers le data lake, ou c'est beaucoup plus vaste que ça? C'est-à-dire que ça sert à faire du chargement de données, les amener dans ton data lake, dans ta région données brutes, par exemple, mais après ça, faire aussi des transformations pour amener vers d'autres parties de ton data lake. Là, tu me donnais l'analogie or, argent, bronze. Est-ce que c'est Synapse aussi qui va s'occuper de toutes ces transformations-là pour justement enlever des données parce que ultimement tu vas peut-être donner un rapport à tous les jours à ton président. Donc lui, il veut avoir des informations qui est très agrégée. Donc tu veux garder toute l'information brute, mais à un moment donné, tu veux agréger pour être capable de sortir ce rapport-là. Est-ce que c'est Synapse qui va être responsable de faire toutes ces transformations-là? Exact, tu l'as bien dit, c'est la vision du produit, c'est vraiment ça, c'est qu'il soit capable d'orchestrer toute la transformation de données jusqu'à la visualisation, au reporting, comme tu as mentionné, en passant par l'entraînement d'algorithmes de machine learning
Donc, faire tout le lien d'un bout à l'autre, là, de bout en bout, là, des sources de données jusqu'à la visualisation et l'enrichissement des données là, au travers du machine learning. Wow. Donc là, ce que je comprends, c'est que, bon, on a le chargement qui est comme initial. À un moment donné, les données, il faut qu'elles arrivent. À la fin, c'est soit que tu vas voir la visualisation parce qu'il y a des êtres humains qui veulent consommer ces données-là, ou tu veux enrichir tes algorithmes de comment on dirait en français, machine learning, donc de... L'apprentissage automatique, l'apprentissage automatique, c'est bien dit. On va essayer de se souvenir de ça. Donc il y a deux finalités. C'est soit des êtres humains veulent consommer les données, donc veulent les visualiser. Ça, on parle de visualisation sous forme de rapport ou, mettons, live sur des écrans. Et de l'enrichissement pour l'apprentissage automatique parce que t'as d'intelligence que tu vas créer qui ultimement va servir à faire une boucle de rétroaction pour ramener d'autres données dans ton système pour encore plus générer d'informations riches pour tes utilisateurs. Mais entre ces deux étapes-là, ces deux finalités-là, est-ce qu'il y a des étapes bien connues qu'on peut aborder? Oui, donc j'ai parlé de transformation de données, là, souvent qu'on va parler du brut jusqu'à la donnée nettoyée, puis t'as toi-même parlé d'agrégation pour se rendre au goal. Ça, l'agrégation va souvent se faire dans des entrepôts de données. Donc souvent on voit que le brut et le nettoyé, là, ce que j'appelle le clean, là, ou silver, là, se trouve dans un lac de données, là, dans un Azure Data Lake. Alors que le troisième tiers, lui, se trouve soit dans une base de données, soit dans un entrepôt de données, soit dans quelque chose d'équivalent. Parce que là, c'est quelque chose où tu vas être capable de faire des requêtes rapides dessus. OK. Donc, si je différencie le fameux bronze, où est-ce que là, tu mets tes données brutes, il n'y a pas de nettoyage là encore, c'est juste la donnée. Quand tu tombes dans ton lake qui est argent, donc silver, principalement, ce que tu vas avoir fait, c'est que tu vas avoir nettoyé la donnée. Exact. Tu vas avoir, là, tu sais, pour être terre à terre, là, tu vas avoir enlevé des rangées, par exemple, qui ont des colonnes qui sont absentes. Tu vas avoir, tu vas peut-être avoir agrégé certaines données. Tu vas peut-être avoir transformé, je sais pas, là, des données de temps, par exemple, que tu as pris. Tu vas peut-être agencer la façon que des identifiants sont placés. Tu vas avoir différents systèmes, par exemple, qui identifient un employé ou un client de manière différente. Tu vas peut-être les agencer pour les placer dans ton silver. C'est le genre de transformation que tu vas faire. Fait qu'essentiellement, c'est les mêmes données. Tu as filtré les données que tu n'es pas capable de traiter pour certains use cases, mais sinon, c'est encore des données brutes en termes de résolution. Mais nettoyées. Ouais. Nettoyées. Donc là, on est dans le mode, on est dans notre data lake argent. On a nettoyé les données. Ensuite, encore là, c'est toujours notre Azure Synapse qui est responsable de cette intelligence-là. Là, on va voir agréger pour créer notre lac or, golden, comme en bon anglais. Et là, c'est beaucoup plus d'agrégation qu'on fait. Est-ce que je suis encore en train de dire quelque chose de stupide? Non, c'est bon, c'est de l'agrégation, puis c'est là qu'on va le charger dans une base de données ou dans un entrepôt de données pour qu'il soit donc là, oui, vas-y. Donc, il y a deux formats. Soit ça va être une base de données relationnelle ou un entrepôt de données avec des dimensions. C'est essentiellement les deux formats qu'on va retrouver pour ça. Exact. Puis là, il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, tu pourras avoir un entrepôt de données qui est le Synapse SQL Pool, là, que je parlais, l'ancien SQL Data Warehouse. Par-dessus ça, tu pourrais mettre soit un Power BI Premium qui est capable de faire de l'analytique, soit un Azure Analysis Services là, qui est capable de faire qui est capable de prendre des données tabulaires puis de le traiter sous forme analytique puis de manière très rapide parce que c'est beaucoup de données en mémoire là, que c'est un stockage de données en colonne en mémoire, fait que c'est capable de faire des agrégations très rapidement. Fait que il y a plusieurs façons de le faire. Je disais base de données parce qu'il y a certains clients, surtout dans la région de Montréal, souvent on regarde les patterns qui sortent de Microsoft, ils traitent beaucoup de clients américains là, qui sont gigantesques. Souvent, j'ai des clients qui n'ont pas des terabytes et des terabytes de données. Fait que souvent pour eux autres, une base de données, un Azure SQL, ça fait amplement l'affaire. Surtout maintenant qu'on a Azure SQL Hyperscale, là, qu'il n'y a plus vraiment de limite là, sur la quantité de données qu'on peut mettre. Fait que tout ça est possible à ce niveau-là. Là. Puis l'intérêt d'être en SQL, c'est que c'est un langage de query très bien connu. Donc, tes data scientists que tu vas avoir dans ton organisation, eux, ils vont pouvoir les piger dans ces données gold-là
assez aisément parce qu'ils ils peuvent utiliser des outils standards qu'ils connaissent. Exact. Puis ça, c'est intéressant que tu amènes ça, parce que justement, je parlais de ça avec un client, je sais pas si c'est la semaine dernière, la semaine d'avant, où justement, on parlait là, de qu'est-ce qui va dans quoi, là, qu'est-ce qui va dans bronze, argent, Ouais. gold. Ça dépend vraiment du use case. Il faut pas voir ça comme un gros autoroute. Tu as différents use cases. En fait, souvent, on va voir des pipelines de données que pour transformer du bronze au silver, tu vas aller utiliser le silver d'une autre donnée, en fait. Tu vas aller chercher Oui. l'identifiant, par exemple, d'une donnée qui a déjà été nettoyée pour traiter la transformation. Même chose pour les scientifiques de données. En théorie, devrait pas trop se tenir dans le RAW, surtout des fois dans le RAW, t'as des enjeux de sécurité, t'as des numéros d'assurance sociale, des choses comme ça qui se trouvent là-dedans. T'as une gouvernance de données à faire au travers de ça. Souvent, les scientifiques de données vont se trouver dans le silver ou le gold, mais c'est ça, dépendant de leur use case, ils vont peut-être aller chercher des données gold pour quelque chose qui est un peu à l'extérieur de ce qu'ils font. Mais ils vont aller dans le silver pour aller taper dans une donnée plus brute parce qu'ils veulent avoir plus de données, quelque chose de plus proche de la source. Fait Okay, faut voir ça comme comme une autoroute qui a plusieurs pas rangées, là, mais plusieurs voies en fait. Fait que dépendant dans quelle voie tu te trouves, tu vas emprunter des données d'une autre voie. Puis là, moi, je viens comme d'amener comme un nouveau consommateur de données quand j'ai parlé des scientifiques de données ou comment on traite ça, data scientist? C'est scientifique de données, ouais, c'est bon ça. OK, scientifique de données. Donc, tes fameux experts qui, eux autres, savent quoi faire avec les données pour les rendre encore plus intelligentes. Je sais pas si c'est une bonne façon de décrire leur travail. Les experts me diraient peut-être, là, il réduit notre rôle parce que c'est probablement plus vaste que ça. Mais ce que je veux dire, ce que je veux amener comme question, Vincent Philippe, c'est, on a parlé qu'il y avait de la consommation de données par les utilisateurs sous forme de rapport ou en tout cas avec de visualisation. On a aussi de l'enrichissement de nos fameux algorithmes d'apprentissage. Mais est-ce que où se situe le scientifique de données là-dedans? Est-ce que lui, il est plus en visualisation ou c'est comme un nouveau consommateur? C'est dans sa job de scientifique de données, ça va être un consommateur, puis lui va enrichir à peu près tous les niveaux. Tu sais, l'idée du Data Fabric, en fait, c'est de dire, je vais aller chercher là, je vais avoir besoin de vous autres pour le traduire encore une fois, là, du insight. Insight, c'est Insight en français, attends un petit peu. Insight. Mais French. Moi, je pense souvent ou tu sais, ton fameux, qu'on parle des moments qui sont des aha, là, où est-ce que quelque chose te vient très clair, mais tu le percevais pas avant. En anglais, souvent, on va dire, t'as eu un insight, donc t'as eu une illumination. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est tout le but du Data Fabric, en fait, c'est ça, c'est que puis c'est ça un peu le modern data warehouse, c'est que maintenant, les compagnies génèrent tellement de données que c'est impossible aujourd'hui d'avoir un rapport imprimé puis d'avoir un subject matter expert qui s'assoit, qui épluche ça, puis que lui, il est tellement habitué de voir ces chiffres-là qu'il est capable de dire, hey, les cells dans la région ouest, ils ont un problème parce qu'il y a juste trop de données. Fait que les scientifiques de données vont aider à accélérer ça. La visualisation va aider à faire ça. Mais aussi, les scientifiques de données vont aller consommer la visualisation quand ils veulent connaître un peu les données. Ils vont en faire eux autres aussi de leur côté avec leurs propres outils. Fait que c'est ça, ils se situent un peu partout, mais eux autres, c'est ça, le but, c'est d'enrichir en fait les données de telle sorte que t'es capable de soit de prédire, de faire du scoring, là, puis de dire je sais pas, là, il y a quelque chose qui va se passer ou du forecasting. Mais c'est toujours eux autres, leur but, c'est d'enrichir les données pour donner plus d'insight. Est-ce ils vont probablement pas enrichir dans ton data lake qui est brut, mais ils peuvent soit venir réenrichir dans ton data lake argent ou dans ton, puis j'imagine plus souvent qu'autrement, c'est dans le golden, dans le data lake or qui viennent enrichir ou Ouais, c'est déposé. Souvent, ça va déposer dans le silver ou gold, effectivement. Ouais. OK. Donc, en tout cas, merci. Moi, ça me permet d'avoir une idée un peu plus claire. J'espère que nos auditeurs nous suivent aussi. On n'a pas de support visuel, mais juste de comprendre cette cheminement de données-là, puis l'importance qu'on y met dans un premier temps, avoir la donnée brute, dans un deuxième temps, la nettoyer, donc la mettre dans notre fameux data lake argent,
Et en troisième lieu, on agrège tout ça pour créer nos données A. Et là, il y a soit on a des gens qui consomment directement la visualisation, on a nos data, nos scientifiques de données qui prennent à partir de la visualisation et qui, eux autres, vont recréer d'autres données qui viennent rebonifier soit ton or ou ton argent. Puis à côté de ça, ben, t'as tes fameuses automatistes, tes engins intelligents là, de machine learning qui, eux autres, gobent ces données-là pour, encore là, créer de la nouvelle information parce que un exemple, il pourrait être capable de passer à travers des milliers d'heures de vidéos puis juste sortir les moments importants. Par exemple, moi, exact. Ça, c'est un bon exemple qu'on a montré, ou peut-être faire du forecasting, de la détection d'anomalies. Il y a plein de façons créatives là, que j'ai vu le machine learning être utilisé chez des clients. C'est ça, c'est toujours pour augmenter la compréhension de la business. Essentiellement, c'est à la fin de la journée, c'est ça que tu veux faire. Tu veux toute cette gang-là, les data engineers, les data scientists, tout ça, ils veulent aider la business à rouler parce qu'aujourd'hui, les demandes sont plus grandes. Là, fait que on peut pas juste se fier sur un expert là, qui a un gut feeling sur qu'est-ce qui va se passer. On va aller chercher. Puis surtout, les compagnies sont de plus en plus qu'on appelle data-oriented, là, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions basées sur des données plutôt que de baser sur l'opinion de un magicien, un héros là, qui est dans la compagnie. Ils vont vouloir dire, OK, c'est quoi les données de marché qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit le dernier jour? Puis on peut imaginer. Un bon exemple, en fait, de ça, c'est le COVID. Vous voyez les chiffres qu'on voit au Québec, souvent, les responsables nous le disent. On dit, on a rajouté tant de décès aujourd'hui, mais dans le fond, il y en a 25 qui datent de 3-4 jours. Ben, tout ça, c'est parce que pourquoi là, toutes ces données-là sont agrégées par des fax puis du pauvre monde là, qui doivent travailler à 2 heures du matin à réagréger des données qui viennent des hôpitaux de telle région. T'sais, fait qu'on voit qu'il y a un manque là-dedans. Puis c'est important, c'est un manque carrément vital de savoir où est-ce que le COVID se déplace au Québec ou au Canada ou dans le monde. Puis c'est ça qu'on manque de visibilité. Fait que c'est un exemple assez criant là, du besoin là, d'avoir une réalité à la minute là, sur des données. Ouais, c'est un peu triste de voir que souvent nos organisations gouvernementales eux autres, la dette technique qui traîne, ils la traînent vraiment, puis ils sont vraiment des fois à des années-lumière de ce qu'on fait dans l'industrie au jour le jour, parce que quand tu entends parler que c'est des fax qu'on utilise pour envoyer une information, puis c'est des êtres humains qui ressaisissent l'information pour les re-rentrer dans des systèmes. En tout cas, nous, comme informaticiens, on a juste comme envie de pleurer en disant ça se peut pas. C'est pas croyable. Mais beaucoup de choses, hein, moi, je travaillais, je nommerai pas le client, là, mais je travaillais avec un client qui était dans le milieu financier, qui avait connu la crise de 2008. Puis ce qu'il m'expliquait en 2010, quand je leur parlais, il disait, à un moment donné, il y a un VP qui est descendu, puis il a dit, c'est quoi notre exposure à nous autres vis-à-vis telle banque américaine qui est en train de faire faillite? Ouais. Ça peut paraître simple comme question, mais quand tu as une compagnie qui fait des investissements puis qui a des investissements qui sont dérivés, là, ça veut dire que tu n'as pas juste investi dans cette banque-là, tu as investi sur un portfolio de quelqu'un d'autre qui, lui, a des trucs là-dedans. Si cette donnée-là n'existe pas ou si elle n'est pas traitable facilement, ça leur a pris 3 semaines à répondre à la question du vice-président. C'est pas manque de volonté. Là. Il y a du monde qui ont dû travailler tard là, pour réussir à faire ça seulement en 3 semaines. Fait que c'est quand on a des crises de même qu'on voit la flexibilité et l'agilité de certains processus. Là, en combien de temps est-ce que tu es capable de te revirer de bord? Hein? Parce qu'il se pourrait que ces données-là soient complètement séparées, soient pas agrégées. Donc, le fait de tout envoyer ces données-là, mettons dans un data lake, là, je parle hypothétiquement, là, mais au moins les données sont là, puis tu es capable de les processer par la suite, faire des recherches là-dessus. Ouais, au moins ils sont disponibles. Déjà versus sont-ils dans tel système, sont-ils dans tel silo. Souvent ce qu'on voit dans les compagnies, c'est qu'ils ont plusieurs silos de données, puis c'est juste difficile d'accéder à ces silos-là. Le lac vient briser ces silos-là, mais ça, c'est le début de la campagne. Après ça, il y a tout le layer de sémantique. Je sais pas si vous avez eu des expériences là-dedans, mais j'ai toujours été surpris chez des clients de voir juste la notion de dire qu'est-ce qu'un employé ou qu'est-ce qu'un client chez certains
Dans certaines Non, compagnies, écoute, c'est une question qui est très difficile à répondre. Est-ce que c'est quelqu'un que ton service de vente a parlé au téléphone? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un membership avec toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un compte d'accès sur ton site web? C'est quoi un client? C'est quoi l'ID du client? Ben, c'est parce que c'est intéressant parce que moi ça me ramenait toujours puis peut-être dans ta vie antérieure comme consultant, t'as eu à être un peu plus familier avec en informatique, souvent on va parler de domain driven design, donc la conception pilotée par le domaine. Puis une des choses que tu apprends vite quand tu commences à travailler au niveau de cette façon de penser à nommer tes choses, c'est que chaque département ont des noms différents, des fois pour le même concept, ou ont des agrégations différentes des concepts entre eux autres. Puis là, ben, il faut que tu fasses comme des ponts entre puis on le vit dès qu'on commence à parler d'entrepôt de données, ben là on le vit rapidement parce qu'on ramasse ces données de partout dans la compagnie. Puis comme tu dis, un client, un endroit, d'exemple le plus banal, c'est mettons t'as un entrepôt physique là où est-ce que on envoie des paquets. Ben eux, la notion d'un client, c'est plus où est-ce que j'envoie des paquets, mais peut-être qu'ils envoient des paquets à bien des endroits qui sont pas des vrais clients au sens strict de la compagnie, c'est-à-dire qu'on facturera jamais cette personne-là parce que on a envoyé un paquet, je sais pas, moi je suis un partenaire, mais c'est pas un client dans le sens de la compagnie dans le temps, mais pour eux autres dans l'entrepôt, ils appellent ça le client. Parce que c'est puis là, ben comment tu fais toute c'est le défi là, de ramener les choses puis d'unifier les choses puis c'est jamais simple, hein. Tu rajoutes à ça des acquisitions que les compagnies font. Fait que là, ils se ramassent avec 2 systèmes de paye, 2 systèmes de shipping. Oui. Peut-être que vous partagez des clients. Tu sais, normalement, tu essaies de faire une acquisition avec une compagnie qui est complémentaire, mais tu vas sûrement avoir des clients que vous partagez. Fait qu'ils vont avoir des ID différents, mais c'est le même client. Fait que non, il y a bien du casse-tête. Les data engineers ont souvent bien du pain sur la planche pour Puis dépendant du système qu'une compagnie utilisait versus l'autre, les systèmes eux-mêmes ont des présupposés ou en tout cas des façons de voir le monde qui font que des fois c'est pas évident les agréger entre les deux systèmes parce que il y a d'informations qui existent d'un côté mais qui n'existent pas de l'autre, mais dans le nouveau système, c'est par exemple d'informations fondamentales, mais là ça n'existe pas dans l'autre, ça veut dire qu'il faut que tu la génères, faut que tu la crées. Donc sur ça là, il faut que tu mettes en place un paquet de règles. En tout cas, ça devient rapidement complexe là. Mm-hmm. Tout à fait. Mais il reste que la base de ce que je comprends d'entrepôt de données modernes, c'est ultimement on veut fabriquer les données, c'est-à-dire faire un data fabric qui consiste essentiellement en 3 grands lacs de données. Celui qui va être des données brutes, souvent on utilise bronze, tes données nettoyées qui vont être tes données argent, puis tes données qui sont agrégées, intelligentes, que souvent on va appeler les données or, justement, parce que l'or vaut plus cher que le bronze. Et jumelé à ça, ben un système de visualisation de données, un système d'alimentation de nos Ouais. On pourrait utiliser Power BI dans ce cas-ci. Ouais, souvent la visualisation, c'est ça va être un Power BI. Dans l'univers Microsoft, ça serait un Power BI. Sinon, il y a d'autres plateformes de visualisation. Puis les transformations, on n'a pas parlé. Souvent, c'est du Spark qui est utilisé pour du Big Data, surtout quand les données sont pas structurées, ou en tout cas pas structurées à la base, quand ça arrive sous forme de fichiers. Fait qu'on va utiliser du Spark, là, que ce soit du Databricks. Là, maintenant, il y a Azure Spark Pool dans Azure Synapse, mais sinon, il y a du HD Insight aussi qui est peut-être plus qui est peut-être moins récent là, comme système. Mais souvent, ça va être du Spark à cause de l'étendue des données. OK. D'ailleurs, je vous ai parlé de Dataflow, qui était la partie de transformation de données dans Data Factory. En fait, ça génère, c'est un outil de visuel là, à la SSIS, pour ceux qui connaissent plus ça, Integration Service de SQL Server. C'est que ça ressemble un peu à ça, là, parce que tu as des shapes que tu drag and drop avec des flèches, mais en dessous, ça génère un script Spark, en fait, qui roule sur un cluster par après. C'est vraiment le lingua franca de la transformation de données là, dans le cloud aujourd'hui. Puis transformation, ça peut servir à nettoyer ou à agréger ou c'est vraiment juste pour du nettoyage qu'on utilise la transformation?
Ça peut être les deux, ouais, c'est les deux peut-être possible. OK. Ouais. Toute transformation, puis même parfois tu as des étapes de machine learning simples là-dedans, l'interpolation linéaire, des choses comme ça. Ah oui, Qui parce vont que être... quand il te manque d'informations, des fois, tu te dis, ben, regarde, je peux y aller avec des modèles statistiques pour dire, ben, je vais générer de l'information manquante à partir d'une forme d'intelligence, là. Exact, Donc, exact. Où je vais OK. générer, où je vais compenser pour des données, parfois. C'est un cas classique en machine learning, c'est le cas de détection, comment on appelle ça? Pas détection de fraude, là, mais dans une usine, la détection de bris, là, ou, tu sais, pour un ascenseur, là, Ouais, la Ouais. prédiction ouais. de la prédiction de La maintenance. maintenance préventive. Maintenant, c'est gentil, merci Mario. Euh, Quand on essaie de faire ça, par exemple, dans un scénario, dans un processus industriel, mettons que tu as une compagnie qui construit des widgets, là, qui construit des tournevis, quelque chose comme ça, euh, souvent le défaut, là, le defect, là, l'outil que tu construis qui est pas bon représente une minorité, ça va être peut-être 1 ou 2%, ben on va espérer, en tout cas, sinon ta chaîne de montage, elle va te coûter cher. Là. Mhm. Fait que quand tu essaies d'entraîner des algorithmes d'apprentissage, si tu y présentes 98% de cas qui sont pas des défauts, puis 2% de cas qui sont des défauts, si vous avez fait un peu de machine learning, ça fonctionne un peu comme un vendeur. Hein? Tu sais, ça fonctionne par incentive. On appelle ça un cost function dans machine learning. Je vais te Ouais. récompenser avec le nombre de bonnes réponses que tu donnes. Fait que si tu dis, je vais te donner des exemples, je vais te montrer des cartes, là, puis à chaque fois que tu donnes la bonne réponse, je vais te donner $1. Ben lui, il dit 98% du temps, c'est bon. Fait que je vais toujours dire que c'est bon. Uh-huh. Comme ça, je vais avoir $98 sur 100, puis ça va être correct. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compenser quand on va préparer le jeu de données, on va restabiliser le jeu de données pour soit qu'on va créer Oui, des données, soit qu'on va oversampler les défauts, mais d'une manière ou d'une autre, on va transformer les données comme ça. c'est ça, on va lui donner 80% de défauts pour qu'il pense que c'est plus payant de trouver des défauts. Exact. Ah, puis il y a plein de façons de le balancer aussi, parce que tu pourrais dire, tu sais, ça, si je laisse passer un défaut, ça coûte très cher. Ou inversement, si tu me crées trop de défauts qui sont pas des vrais défauts, ben là, tu ralentis ma chaîne de montage. Fait que c'est tous des trucs que tu vas balancer, puis que tu vas faire souvent de manière itérative, en fait. Mhm. Écoute, je pense que ça fait un bon survol de l'entrepôt de données moderne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais aimé partager avec nous? Dans l'entrepôt, le scénario, comme je disais, le scénario d'entrepôt de données, non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je sais pas si tout le monde nous a Et suivi tout le long. ouais, ben en fait, on peut peut-être regarder comment quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ça, là, il commencerait comment? Mettons que quelqu'un qui a un peu de d'expérience avec les données, avec SQL, puis tout ça, puis voudrait commencer à s'intéresser un petit peu plus aux entrepôts de données puis des services qu'il y a dans Azure. Qu'est-ce que tu suggérais de regarder, par exemple, en premier? Si veut comprendre le big picture, probablement que la documentation sur Azure Synapse, c'est un bon point pour commencer. Mhm. Après ça, il y a plein de spécialités. On a parlé de data engineering, de data scientist, on n'a pas parlé, là, mais il y a des DBA qui opèrent ces machines-là aussi derrière. Fait que tout ça, c'est des spécialités différentes. Il y a du Spark, il y a toutes les librairies Python, là, les pandas de ce monde là, pour analyser des données. Il y a plein de cours là, qui se donnent sur plein de plateformes, le Pluralsight et d'autres là-dessus. Le machine learning, c'est un autre monde là, qui est très intéressant, là, mais on dirait qu'il y a un framework de machine learning qui sort toutes les 2 semaines. Fait qu'il s'agit d'en attaquer un. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'attaquer, choisir un vertical puis de l'attaquer pour bien comprendre. Mhm. Fait qu'on commence à regarder un petit peu la documentation de Synapse sur le site d'Azure. On a une compréhension, puis de là, on peut regarder selon l'intérêt là quel autre service qu'on veut qu'on va focusser. Exactement, comment se spécialiser. Puis sinon, il y a toujours les Channel 9 là, qui, tu sais, si tu cherches Modern Data Warehouse sur Channel 9, tu vas sûrement trouver des vidéos qui vont donner un bon aperçu. Puis après ça, tu peux descendre dans différents verticales. Tu sais, on a parlé de plusieurs technologies. Data Factory, c'est relativement simple. Data Warehouse, tu connais ça, ça peut être assez exigeant. Du Spark, c'est un métier, ça aussi. C'est des spécialités là, qui peuvent demander un bon investissement de temps.
Un peu comme nos auditeurs sont familiers que quand tu fais de la programmation, ben tu peux pas être programmeur dans tout. Là. À un moment donné, tu spécialises soit plus back-end, plus front-end. Donc, Mario, là, développeur full stack, là, c'est quoi? Ben, C'est toi ton développeur full stack? Je te vois avec tes annonces sur LinkedIn. On dirait que c'est dedans qu'on le sait, Guy. Mon point, c'est juste, c'est difficile de tout savoir. À un moment donné, il faut que tu choisisses ton domaine d'expertise. Je pense que c'est la même chose du côté des data warehouse. Tu vas devenir expert avec une certaine technologie, premièrement, puis après ça, tu sais, tu vas peut-être l'expert faire des transformations, puis tu seras peut-être pas pantoute, comme on travaille avec Power BI, par exemple, parce que la partie visualisation, tu prendras pas de temps à devenir expert là-dedans. À un moment donné, tu peux pas faire tout faire. Exact. C'est comme j'ai vu, je pense que c'est assez populaire là, quand le monde explique du machine learning, de prendre un diagramme de Venn. Je m'en rappelle plus c'est qui a ça. Il y a quelqu'un qui a sorti ça en premier, puis je trouve ça intéressant. Un diagramme de Venn avec 3 nœuds, si vous voulez, qui s'intersectent. Ils disent que pour faire un data scientist, entre guillemets, ça prend des connaissances en informatique, des connaissances en mathématiques / statistiques, puis des connaissances dans le vertical, là, dans le domaine d'affaires dans lequel tu opères, là, dans le domaine du transport, c'est ça. Puis la conclusion, souvent, c'est qu'il n'y a personne qui a ces trois-là de manière très forte. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une équipe de data scientists qui vont jumeler différentes forces. Là, Guy va être plus fort en mathématiques, Mario connaît peut-être plus le business, des choses comme ça. Puis je pense que c'est vrai aussi pour le Data Fabric en général. Là, c'est que c'est très large comme domaine. C'est bon d'avoir une vie d'ensemble, puis chacun a leur spécialité après ça pour contribuer à l'équipe. Puis bon, nous, ce qu'on espère, c'est que nos auditeurs vont trouver qu'on leur a donné la chance d'avoir une première vue d'ensemble. C'est sûr qu'on n'avait pas de support visuel, mais s'ils vont sur Azure Synapse, ils pourraient aussi consulter la documentation pour avoir peut-être une vue plus approfondie. Ben, Vincent Philippe, on va te remercier. Je disais au début là que j'étais un petit peu mêlé dans tous ces services-là. Je pense que ça t'as fait un excellent travail là à démystifier un petit peu là ces différents services, puis surtout là de faire que tu sais c'est un peu comme un gros puzzle là. Puis c'est quoi les pièces, comment les pièces s'imbriquent une l'autre là. Fait que merci beaucoup. Si ce n'est que de moi, ça a été bénéfique pour moi. Je te dirais, merci, messieurs. C'était intéressant comme conversation. Si ça t'intéresse, Vincent Philippe, on pourrait peut-être se redonner un rendez-vous peut-être plus tard à l'automne ou au début de l'hiver prochain, parce qu'on pourrait peut-être faire le même exercice autour de tout ce qui est le real-time analytics, c'est-à-dire l'analyse en temps réel, qui est aussi un autre domaine où est-ce qu'on pourrait qui touche les données. Donc, j'imagine que c'est un domaine que toi aussi, tu te retrouves au jour le jour à devoir travailler avec ça. Donc, on pourrait essayer de faire le même exercice pour cet autre type de services qu'on trouve sur Azure, mais qu'on n'a pas traité aujourd'hui. Moi, je vote oui. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est plus ma spécialité, le real-time analytics, fait que ça me fait bien plaisir de vous en parler. C'est un domaine qui est plus méconnu, là, fait que c'est toujours le fun d'en parler. Ben, on y revient, c'est sûr. On te revient là, à l'automne, là, préparez-vous, nos auditeurs, on va vous essayer de vous démêler ça. En direct avec la phase 2 du COVID. Ah ouais. Merci beaucoup, Vincent Philippe, encore une fois. Puis nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On les revoit le mois prochain. Donc, à la prochaine. Au revoir.